à tous d'être là. Vraiment, on est très touchés que vous soyez aussi nombreux. Ça va me permettre de faire ce petit préambule qui n'aura jamais été aussi vrai quand je vous vois tous. Une personne sur deux souffre de maux de ventre, qu'ils soient devenus chroniques, passagers. Ces maux de ventre entraînent donc différentes sortes de pathologies, d'ailleurs plus ou moins bien reconnues par le monde médical. Je vous raconterai mon échange avec mon gastro-entérologue, parce que ça valait son pesant de cacahuètes. Mais rassurez-vous, à notre échelle, on peut quand même agir grâce à notre alimentation. Et c'est pour la raison que je vais vous présenter tout de suite nos deux invités. Je vais commencer par Marianne Maillet-Moreno. Vous êtes auteure culinaire de plusieurs best-sellers, comme celui sur la pâtisserie. Oui. Et vous enseignez aujourd'hui la cuisine anti-inflammatoire à l'école Chef Square à Paris. de Paris. Et le livre est là. Une petite table. Donc, je vous présente ma cuisine anti-inflammatoire aux éditions alternatives. Bien évidemment, que ce soit Marianne ou Lina, vous les retrouverez sous le chapiteau et elles vous accueilleront avec plaisir. N'y allez pas tous en même temps, hein. Le bazar. Nina Voigt, vous êtes thérapeute holistique. L'être humain dans sa globalité. Et on dire qu'elle ne coupe pas en petits morceaux. Elle s'est dit que l'être humain, c'était une entité à part entière. C'est dingue, hein, mais ça marche bien. Vous êtes également coach en alimentation, spécialisé dans la diététique traditionnelle chinoise. Et on vous retrouve également sur votre chaîne YouTube. C'est ça. Et sur tous les réseaux. Et tous les réseaux, bien évidemment. On va déjà commencer par donner une petite définition sur ce qu'est la cuisine anti-inflammatoire. Marianne, on va commencer avec vous. Faut se jeter à l'eau, allez, on y va. Allez. Une cuisine anti-inflammatoire, c'est une cuisine à laquelle on a retiré ce qu'on ne digère pas. Et il s'avère que le gluten, les laitages, chez la plupart des gens, ne sont pas bien digérés. Et quand on ne le digère pas, on ne récupère pas les nutriments, ça nous encrasse et ça ne fait pas forcément des maux de ventre. Ce serait super si c'était si simple. Malheureusement, parfois le ventre ne dit rien, mais il y a quelque chose qui revient tout le temps. Des maladies ORL, de l'eczéma, de l'asthme, c'est souvent des maladies articulaires, des difficultés, des douleurs. Moi, c'était le mal de dos qui m'a beaucoup gâché la vie pendant des années avant que je comprenne avant qu'une ostéopathe me dise arrêtez les laitages. C'était la grande époque de mes livres de pâtisserie, donc ça a été un choc. Je ne voulais pas l'entendre. J'ai dit non. Puis après, j'avais pas le choix, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai effectivement arrêté complètement les laitages et dès une semaine, je voyais vraiment une nette amélioration de mes douleurs. Et donc, ça a été, voilà, j'ai découvert du coup incontinence. Ça fait 15 ans que j'explore ça et que je vois qu'effectivement, en retirant gluten et laitage de l'alimentation, toutes les maladies chroniques que les médecins n'arrivent pas trop à soigner, on a des médicaments, mais ça soulage, mais ça revient. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, une cuisine anti-inflammatoire, c'est une cuisine sans gluten, sans laitage. Et j'ai ajouté aussi un troisième volet qui est pas de cuisson à haute température. Donc dans ce livre aussi, ça dépasse jamais 110 degrés les cuissons, donc c'est vapeur, bouillant, l'eau bouillante ou le four, ou cru. Mais c'est le volet qui est finalement qui a le moins d'effets incroyables tout de suite que l'arrêt du gluten et des laitages. On va vous partager plein de bonnes techniques que vous pourrez bien sûr vous retrouver dans les livres. Donc le livre de Lina que je n'ai pas présenté, donc je vais le présenter maintenant. Le livre Santé de la cuisine végétale, des recettes créatives et gourmands végétales, mais on peut y mettre de la viande, c'est ce que vous nous direz, Lina, bien évidemment. On va revenir sur cette inflammation et justement comment certains aliments sont devenus aussi inflammatoires, parce que ça n'a pas toujours été. Si on prend l'exemple du gluten, c'est une époque où le gluten, ça allait plutôt bien. Maintenant, ça déconne. En fait, aucun aliment naturel et entier est néfaste pour le corps. Et c'est aussi ainsi pour le blé, par exemple, ou pour les laitages. Et en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui au gluten d'aujourd'hui, au blé d'aujourd'hui, c'est ce qui l'a rendu inflammatoire. C'est-à-dire un blé ancestral ou un petit épeautre ou tous les autres céréales comme par exemple le corchon, qui sont des céréales qui n'ont pas été transformées par l'homme, ne sont pas inflammatoires pour le corps. Mais aujourd'hui, on a rendu le blé tellement riche en gluten et en plus ça a créé des molécules, ces recroisements qu'on a fait depuis la guerre,
que le corps ne peut plus digérer. Donc en fait, on est en train de s'intoxiquer tous les jours avec quelque chose qui est néfaste pour le corps. Et c'est un peu pareil pour les produits laitiers qui sont, bon, le lait est destiné au veau et pas à l'être humain, même s'il peut apporter des bienfaits à l'être humain puis qu'il peut le nourrir. Mais juste parce qu'on peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Et le lait aujourd'hui que nous consommons aujourd'hui est la plupart du temps du lait pasteurisé, donc transformé, que notre corps ne peut plus reconnaître comme aliment entier. Ce qui crée, et en plus la combinaison des deux, parce que le gluten moderne, on a fait des études qui ont montré que chez 100% des humains qui le consommaient, ça écartait la paroi intestinale. Donc en fait, ça laissait fuir des choses après dans la circulation sanguine qui n'est pas censé y être, et notamment ces protéines de lait transformées que le corps, du coup, ne sait pas reconnaître, et ça peut créer des inflammations, mais aussi des maladies plus graves, comme les maladies auto-immunes. On a parlé du gluten, on a parlé du lactose. Vous êtes pâtissière. Oui. Le sucre est quand même considéré aussi comme un poison. Comment maintenant, vous gérez le sucre? Le sucre. Et quel sucre? Oui, non, mais le sucre, si on veut du sucre blond, moi je trouve ça bien, du sucre blond bio, c'est juste une histoire de quantité. Et surtout pour le désempoisonner, c'est de ne pas le prendre à jeun. Pas voilà, sur un ventre vide. Le petit déjeuner, c'est le pire moment pour manger du sucre. On est le plus à jeun possible et c'est là que le corps va faire un pic glycémique énorme. Qui va ensuite, toute la journée, induire des variations de glycémie. Et ces variations de glycémie, en plus de nous fatiguer, de nous rendre irritables, de nous rendre dépendants au café, va être inflammatoire. En fait. Cette variation va être inflammatoire. Donc si on commence par du salé, le repas, enfin la journée, déjà, on lisse la glycémie, on lisse l'appétit aussi, on tiendra très bien jusqu'à midi. Et donc le sucre, pourquoi pas, si on en a envie, mais en fin de repas, pas à jeun. Et en petite quantité. Vous parlez du petit déjeuner. Je pense que beaucoup d'entre vous sont adeptes de la tartine grillée, pain, beurre, confiture. Combien, là, juste pour voir? Okay. Ah, pas tant que ça. Non, c'est pas l'unanimité. C'est pas mal. Vous êtes plus salé dans le Périgord? Ça, je comprendrais volontiers. Hein. Je suis pas salade de mise au petit déjeuner. Vous voyez. Les deux, bien sûr. Justement, ce petit déjeuner, vous, Marianne, vous préconisez quoi? Et vous, Nina, aussi, vous préconisez quoi après? Alors, soit, moi, je préconise que si on n'a pas faim, on peut aussi ne pas manger. Je considère qu'une fois qu'on est grand, on a fini de se construire, on est adulte, on peut, en fonction de ses dépenses énergétiques de la journée aussi, voilà, si on est très sédentaire, 2 repas, moi, je pense que ça peut être suffisant et on découvre qu'on a une très, très bonne énergie, plus on laisse notre corps se reposer de digestion, on n'est pas tout le temps en train de digérer, on a une matinée sans digestion, on a une très bonne énergie. C'est une expérience à faire au moins une fois, de voir comment on se sent bien et on travaille bien en fait sans le ventre vide. Et le corps est tout content parce qu'il n'est pas en train de digérer. Mais sinon, du salé, des œufs, l'œuf est la protéine parfaite. Elle a tous les acides aminés, on l'assimile parfaitement bien. Il faut savoir qu'au-delà de 50 ans, on perd 1% de masse musculaire par an. On a besoin de protéines. Et l'œuf est en plus plein de calcium. Et comme on ne mange pas de laitage, on est content d'avoir le calcium des œufs. Sachant que le calcium des laitages, s'il n'est pas digéré, ne sert à rien. Voilà, donc des œufs, de l'avocat, une tranche de pain si on le souhaite, mais pas commencer par le pain, juste commencer par l'avocat par exemple, et puis l'œuf et... Voilà. Pour quelle raison le pain en dernier, ouais. Parce que le pain, une fois digéré, c'est du glucose en fait, c'est comme du sucre. Ça se voit pas, et c'est ça qui est un piège un peu pour les adultes, parce que quand on est adulte, on mange moins de sucre, on mange moins de bonbons, on n'est pas comme un enfant. Mais par contre, on mange beaucoup de pain, de riz, de céréales en toutes ces formes. Il faut vraiment se souvenir qu'une fois digéré, c'est du glucose. Alors, ça va avoir un index glycémique moins important que le sucre pur, mais quand même. Et donc, ça revient à la règle de pas de sucre à jeun. Le pain à jeun va créer un pic, donc il vaut mieux le prendre un tout petit peu plus tard, pas que ce soit le premier aliment qu'on mange. Madame avait une question, mais... Oui, alors les fruits sont la meilleure forme de sucre puisqu'elle a toutes ses fibres, c'est un aliment entier avec ses vitamines, mais pareil, si possible, pas la première bouchée, quoi. Oui. Et on dit bien les fruits, hein.
Pas les jus. Pas les jus, non, pas les jus. Dina, vous, le petit déjeuner, vous préconisez quoi? Parce que là, vous avez quand même un livre sur la cuisine végétale. Donc, moi, quand je pense végétale, je pense protéines végétales aussi. Oui, alors en fait, en médecine chinoise, le petit déjeuner, c'est juste le repas le plus important de la journée parce qu'on part du principe que notre capacité digestive est la plus performante le matin et la moins performante le soir. Donc on va plutôt préconiser un gros petit déjeuner, un grand déjeuner et manger peu ou léger le soir. Personnellement, je suis convaincue que c'est très important en premier. Et ça fait vraiment partie de mon approche anti-inflammatoire au niveau de ma cuisine à moi, c'est de réhydrater le corps dès le matin. On peut faire ça d'une manière très simple avec un verre d'eau chaude. Personnellement, je rajoute une pincée de sel, parce que le sel, c'est 86 minéraux dont le corps a vraiment besoin pour sa propre vitalité. Et ce n'est pas le sel raffiné, c'est du sel de Guérande, du sel de mer qu'on rajoute pour donner tout de suite des électrolytes à notre corps. Et c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, je cuisine un bouillon de légumes toutes les semaines que je mets en bouteille et c'est tous les matins une tasse qui permet à apporter au corps les électrolytes, les minéraux et les oligo-éléments que nous perdons aussi pendant la nuit à travers la transpiration et dont notre corps a besoin pour fonctionner. S'il ne les a pas, il ne peut pas fonctionner. Il va beaucoup plus facilement partir dans un état d'inflammation parce qu'il ne fonctionne pas. Et en fait, je suis aussi une grande adepte des œufs, mais ça peut être aussi des protéines végétales avec des préparations à base de légumineuses. La cuisine indienne, par exemple, elle mange vraiment des plats salés le matin. Ça peut être du tofu. On peut faire des recettes à base de tofu ou à base de lentilles. Il y a des pains aux lentilles qui sont super. Et personnellement, je mange des légumes le matin. C'était un long processus de changement qui est passé par plein de différentes étapes sur mon propre chemin de guérison. Et en fait, j'adore ça le matin. Souvent, je les aime un peu croquants. Donc, en fait, souvent, je les cuis dans l'eau de cuisson de mes œufs. Alors, si vous voulez, la petite astuce. Et je rajoute plein de choses, c'est-à-dire des épices, des huiles, ou des oléagineux qui permettent à mon corps d'avoir des fibres, des protéines végétales et en plus d'avoir quelque chose à croquer sous la dent qui va en plus rassasier et nous donner vraiment cette habitude de mâcher et c'est le fait de mâcher qui produit en fait de la salive qui va aussi contribuer à une bonne digestion et être bien rassasié. Est-ce qu'on peut dire, moi je le dis, mais que les aliments ultra transformés sont quand même font partie de la problématique de l'inflammation. Il y a l'environnement, il y a le stress qu'il ne faut pas minimiser. Et on l'a tous vécu, les trois. On a ça en commun. Vraiment, on ne met pas assez de doigts sur la problématique des aliments ultra transformés. Marianne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme le gluten modifié génétiquement. Enfin, c'est un aliment que le corps ne reconnaît pas. Qui est vidé évidemment de toute substance nutritive, qui a des additifs souvent. On y ajoute du lactose quand vous regardez les ingrédients d'un plat tout préparé. Il y aura du lactose et du gluten qui ont été ajoutés parce que c'est des texturants et des conservateurs. Donc ça participe d'ailleurs à notre sensibilité puisqu'on y est exposé tout le temps. Même le pain du boulanger ajoute du gluten dans la farine, souvent. Enfin, quand je vois les sacs de farine devant les boulangeries, je regarde la composition. Contrairement à la nôtre où il y aurait écrit que blé, là il y aurait écrit blé gluten. Donc on y est hyper exposé, ça participe à la sensibilité. Et oui, non, c'est clairement les aliments ultra transformés. Globalement, pour retenir la règle, il vaut mieux pas acheter des aliments. Là, il y a plus de 5 ingrédients. Quand on regarde la composition, s'il y a plus de 5 ingrédients, on est sur un aliment ultra transformé. Le E426, il n'est pas un aliment. On est d'accord, c'est pas un ingrédient. Oui, en plus. D'accord. Et pourtant, on l'a tous acheté à un moment donné. Vous faites quoi comme recommandation à votre communauté, à vos patients? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'on est quand même 80% à aller quand même en supermarché. On ne peut pas s'adresser qu'à des personnes qui ont la possibilité d'acheter aussi. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Alors, pour mettre le cadre, moi, je suis maman d'adolescents et j'ai une entreprise. Donc, en fait, je ne passe pas tout mon temps en cuisine, même si j'en ai écrit un livre. Et je vis comme tout le monde, c'est-à-dire on a envie de faire vite. Et c'est pour ça qu'on achète des produits ultra transformés, parce que ça nous permet d'aller vite ou d'avoir des choses qui se
tiennent très bien dans un frigo ou dans un tiroir qu'on peut sortir et juste préparer vite fait un truc, tartiner dessus, manger. Je conseille principalement de manger des aliments le plus possible entiers et dans leur forme d'origine, mais qui se préparent quand même assez rapidement ou de les préparer en plus grande quantité. Je ne suis pas une grande fan non plus du batch cooking où on prépare pour une semaine parce que l'aliment ne s'améliore pas en étant préparé une semaine à l'avance. Mais certains peuvent même se dégrader. Oui, certains peuvent se dégrader. Donc, le but, c'est de cuisiner, par exemple, des légumes pour 2 jours et d'en faire une grande tablée toute une planche au four. Et du coup, on a des légumes cuits qu'on peut manger durant quelques jours. Et de se donner, en fait, les moyens d'acheter plutôt un blanc de poulet que d'acheter un cordon bleu, d'acheter plutôt du jambon cru que d'acheter du jambon cuit ou de la charcuterie, et de choisir effectivement les aliments avec le moins d'ingrédients dedans ou dans lesquels on n'a pas ajouté d'ingrédients qui ne sont pas emballés, qui ne sont pas marketés. À partir du moment où quelqu'un a écrit quelque chose dessus pour vous convaincre de l'acheter, vous pouvez être assez sûr qu'il a fait ça pour gagner de l'argent et pas pour vous mettre en bonne santé. Et c'est vraiment des règles à retenir. Oui, ça fait un peu plus de travail en cuisine, mais à partir du moment où on a appris de comment le faire facilement, bah, voilà, quoi, on s'organise différemment en cuisine et on retrouve aussi le plaisir de manger. Parce que c'est ça aussi. Ouais. Si vous êtes aussi nombreux, si vous avez besoin de conseils, je pense que vos médecins sont parfois un peu démunis par rapport à ce que vous pouvez leur dire. Moi, le mien, il a été très longtemps, mais on a fini par trouver quand même. Quel conseil vous pourriez donner justement quand on trouve des aliments qui nous enflamment? Quelles recommandations vous pouvez faire? Est-ce qu'il faut tout arrêter? Il faut arrêter un peu? Parce qu'en termes de digestion, c'est compliqué de savoir lequel vous met dans l'inflammation, parce que ça peut être une inflammation de 2 jours d'avant. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour ça? Bon, d'abord, je ne suis pas du tout intéressée, mais d'acheter mon livre, d'acheter notre livre, parce qu'il y a beaucoup de recettes très simples et rapides et on se sent moins démunis quand on a quand même quelque chose sous la main pour nous aider à se nourrir. En faisant cette période d'éviction, moi, je recommande une semaine de faire le test d'une semaine d'éviction totale de laitage et gluten. Et rien de mal va vous arriver. Le gluten n'apporte rien physiologiquement pour notre santé. Le laitage apporterait du calcium si on le digérait. Donc voilà, il n'y a aucune inquiétude à avoir. La seule inquiétude, c'est de se trouver, bon, qu'est-ce que du coup je mange? Et c'est là que c'est bien d'être équipé avec un peu de ressources littéraires, entre guillemets. Et donc voilà, cette semaine, en général, on a tout de suite un résultat. Ou pas. Si on n'en a pas, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que ce n'est pas la bonne piste. Et bon, voilà, du coup, pourquoi s'embêter? Mais au bout d'une semaine, on se sentira mieux. On verra qu'est-ce qui va mieux. Et on est motivé du coup pour continuer parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir senti dans sa chair qu'on se sent mieux et de se dire ah bah ok, ça vaut le coup de m'embêter un petit peu ou de changer mes habitudes parce que j'y gagne en énergie, j'y gagne en qualité de vie, tout simplement. Donc ensuite, c'est là qu'on va jouer au détective et ben, qu'on va peut-être du coup reprendre les laitages et continuer à enlever le gluten et voir si ça va toujours mieux. Après, on inverse, on prend des notes et puis le but, c'est à terme de trouver son seuil de tolérance. C'est-à-dire, on va les réintroduire en toute petite quantité et voir, voilà, est-ce que c'est une fois, en fait, je peux prendre, moi par exemple, je peux prendre du fromage une fois par semaine, il n'y a aucun problème. Le pain, si j'en prends 3 fois par semaine pendant 15 jours, ça y est, j'ai mal au dos. Donc, voilà, le but, c'est de se connaître et de savoir, ça je peux pas. Et l'idée, c'est pas une éviction à vie totale, c'est juste de trouver combien notre corps tolère. Et Lina, quand ça ne marche pas, l'éviction, parce que ça peut ne pas marcher. Oui, alors là, c'est ma spécialité parce qu'en fait, nous ne sommes pas uniquement ce que nous mangeons et notre corps ne réagit pas uniquement aux choses qu'on met dedans, c'est-à-dire les aliments qui sont plus ou moins transformés, néfastes ou bien pour notre corps, mais aussi ce que notre corps est capable de transformer de ça. Ce sont 2 choses différentes. Imaginez que vous avez une voiture qui a le moteur cassé, vous avez beau mettre le meilleur gluten dedans ou les meilleures céréales dedans ou les meilleurs produits dedans, elle ne roulera pas. Et souvent, c'est lié à une dégradation lente qui s'est inscrite sur plusieurs années dans notre corps et qui fait que notre métabolisme, notre système digestif ne fonctionne pas. Et ça, c'est un des
points les plus importants dans la médecine chinoise qu'on va utiliser ensemble avec la médecine ayurvédique. C'est les seuls, en fait, qui vont s'occuper de ça. Et souvent, c'est cette clé-là qui manque aux médecins, c'est-à-dire de remettre de l'énergie digestive dans le corps et de lui permettre de mieux fonctionner. Alors, dans ma cuisine à moi, et je pense que c'est une clé essentielle pour la cuisine anti-inflammatoire, alors, il y a une règle qui est super importante, c'est 80-20, c'est-à-dire arrêter d'aller dans les extrémismes. C'est très bien de faire des tests et de dire pendant 100% du temps, je ne vais pas faire pour voir qu'est-ce que ça fait sur mon corps. Mais en général, quand on est dans des régimes extrémistes, c'est compliqué. Donc le but, c'est de redonner au corps sa capacité digestive pour qu'il puisse faire face aux 20% auxquels on ne peut pas échapper parce qu'on vit dans un monde où l'alimentation est faite d'une certaine manière et quand on est invité, quand on est quelque part et tout ça, c'est quand même bien de se dire, OK, je sais que mange quelque chose qui n'est pas bien pour moi, même encore c'est le gérer. Et ça, on va le faire en médecine chinoise à travers le feu digestif. Et pour ça, pour augmenter notre feu et notre énergie, notre corps a besoin d'énergie. Et quand on n'en a plus suffisamment nous-mêmes, parce qu'en fait, j'ai entendu aujourd'hui 65% des gens consultent pour fatigue et épuisement chez le médecin. Oui, c'est exactement ça. Et donc, on a besoin d'énergie extérieure et aucune énergie meilleure que de la chaleur extérieure, c'est-à-dire manger chaud et cuit. Manger cru et froid peut demander jusqu'à 16 fois plus d'énergie digestive à votre corps. Donc, à partir du moment où on a besoin de guérir, de remonter sur une inflammation, de donner les moyens à notre corps d'être en meilleure santé, c'est une des meilleurs conseils que je peux donner et on a dans nos programmes des résultats absolument fantastiques à travers le changement des méthodes de cuisson et effectivement en ajustant les aliments qui sont inflammatoires en conscience pertinemment qui ne sont pas bons pour le corps, quoi. Dans la cuisine anti-inflammatoire, il y a un élément qu'on a un peu oublié ces dernières années, enfin pas vous, nous tous, c'est l'importance des oméga-3, qui, pour le rappel, ça joue un rôle fondamental sur les signaux neuronaux. Vous voyez, votre cerveau peut avoir une tête comme ça le matin en vous réveillant, ça peut être aussi un manque d'oméga-3, donc soyez vigilants à ça. Comment vous l'abordez, cette histoire d'oméga-3 dans votre cuisine respective, Marianne? Effectivement, pour le cerveau, hyper important, c'est même pour l'humeur, la dépression, ça contribue énormément à aller mieux. Les oméga-3 dont on manque énormément, surtout qu'il y a une histoire d'équilibre avec les oméga-6. Notre alimentation est bourrée d'oméga-6, notamment les huiles végétales qui sont utilisées, arachides, pépins, raisins, tournesol, tout ça, c'est bourré d'oméga-6. Ah non, olive, c'est oméga-9. Colza. Non, colza. Non, olive est bien. Non, colza, enfin toutes ces huiles qui sont même présentées comme étant santé et aussi compatibles avec la cuisson. Vraiment, la Nina et moi, on en parlait hier soir au restaurant, on poussait des grands cris. Oui, on était à une table voisine. Et, vraiment, faut toutes ces huiles en bouteille en plastique que vous avez à la maison, stop. Elles font du mal et pour la cuisson et pour le cru, l'huile d'olive est fantastique parce qu'elle est bourrée d'antioxydants et les vitamines E. Et sinon, pour les oméga-3, on conseille souvent colza par exemple, qui est finalement pas si riche en oméga-3, mais surtout qui est souvent très transformé. Et il vaut mieux se tourner. En plus, le problème des huiles végétales oméga-3, c'est qu'elles sont extrêmement fragiles à la chaleur et à la lumière. Donc le lin, mais souvent on l'achète déjà oxydé. Il faudrait l'huile de lin, il faudrait qu'elle soit en frigo du début jusqu'à la fin. Il faudrait pas qu'elle voit pas la lumière et qu'elle voit pas la température ambiante tellement c'est fragile. Il vaut mieux pour les oméga-3 se tourner vers les oméga-3 animaux, d'origine animale, dans les graisses animales, donc les sardines, le jaune d'œuf quand il est bio et que la poule a quand les poules ont mangé de l'herbe. Des graines. Oui, alors soit du lin, mais déjà si elles ont mangé de l'herbe et des petits asticots par terre, déjà tout ça c'est des oméga-3. Les petits poissons gras sont une excellente source d'oméga-3 qui, elle, ne craint pas la chaleur, ou beaucoup moins, rien à voir avec les oméga-3 végétaux. Donc au moins on mange quelque chose dont on peut profiter parce que l'oméga-3, une fois qu'il est rance, une fois que l'huile d'oméga-3 est rance, qui arrive quasi instantanément, elle est carrément toxique pour le corps, elle nous encrasse. Donc c'est vraiment à faire attention à ça. On est quand même dans le Périgord, oui. La patrie de la noix. La noix.
La noix, c'est quand même, Nina, c'est quand même Oui. génial. Bah, la noix, c'est génial quand elle est consommée entière. Et idéalement, juste en étant retirée de sa coque juste avant qu'on la mange. Parce qu'on trouve aussi aujourd'hui dans tous les fruits à coque qui sont excellents pour la santé, qui sont tous très riches dans les bonnes graisses dont le corps a besoin, mais qu'aujourd'hui on les trouve souvent nus, hein, et puis après on ne sait pas depuis combien de temps ils traînent, ils ont souvent oxydé et perdu leurs nutriments et peuvent être délétères pour le corps. Après, ce sont des aliments qu'on mange en petite quantité, donc je vous conseille vraiment de les manger les plus frais possible, hein. Même les noisettes sont tous des aliments qui sont excellents pour le corps. Toutes les petites graines en fait qu'on mange quand on mange des tournesols, des graines de tournesol ou des pépins de courge, c'est très très bon pour la santé et ça nous apporte beaucoup d'un côté de bonnes graisses et de l'autre côté beaucoup de micronutriments, beaucoup de fibres. Par exemple, il y a plein de trucs fantastiques sur tous les aliments qu'on ne connaît pas. Par exemple, les pépins de courge sont une super vermifuge. On ne le sait pas, mais quand on les consomme régulièrement, c'est excellent pour la santé intestinale à ce niveau-là. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes à rajouter régulièrement, mais en petite quantité dans nos assiettes, qui sont cuites, hein, donc on les rajoute après cuisson. Mais on évite de les avoir sous une manière transformée ou sous forme d'huile. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a toute une mode d'huile de plein de différentes couleurs qu'on voit aujourd'hui entre les huiles de chia, les graines de lin qui sont très classico-classiques, mais ils nécessitent quand même des procédés industriels assez forts pour en extraire l'huile, alors que ce ne sont pas des graines qui sont très riches en huile, alors que l'olive, à la limite, vous pouvez la presser à la main. Vous avez quand même du gras qui est dedans, et c'est pareil pour l'huile de coco. Et en général, dans mon approche à moi, je fais faire un vidange de gras à tout le monde. On a vécu dans les années 80 et jusqu'à... là, ça commence à se diluer un petit peu. Une injonction du gras, on nous a dit, mais c'est mauvais pour le corps, il faut éviter le gras. Ah ben non, le corps, il a énormément besoin du gras. Il y a beaucoup de malcompréhension aussi, par exemple, au niveau du cholestérol qui est vital pour le corps. C'est une des seules substances qui n'est jamais excrétée de notre corps tellement elle est vitale. Et avoir un certain taux de cholestérol est très important, notamment quand on prend de l'âge. Et le gras en est une clé essentielle pour ça. Donc moi, je préconise dans ma cuisine anti-inflammatoire ou une santé, beaucoup de graisse, mais bien choisie. Et bien. Ouais, parce que ça s'apprend. Il n'y a personne qui nous apprend à comment choisir un aliment pour qu'il soit bon pour la santé, quoi. Avant de revenir au bon sens qu'on a actuellement perdu, qu'est-ce qu'il faut comme aliment indispensable à avoir en permanence dans sa cuisine? Il faut une petite base, une petite économate de base quand même. Qu'est-ce que vous préconisez vous, dans votre cuisine? Du sel de mer. En fait, les choses les plus importantes à avoir tout le temps dans sa cuisine, c'est fantastique parce que ce sont les choses qui se gardent hyper facilement. Ce sont les petites choses qu'on ajoute, qui ne payent pas de mine, que souvent on oublie et qui ont le plus gros impact sur notre santé. Le sel, un sel naturel. Moi, je suis très fan du sel de mer, pas besoin d'aller chercher dans l'Himalaya qui est en plus importé, sel de Guérande, c'est très bien. Des bonnes huiles, produits en Europe idéalement ou en France, hein, en fait. L'huile d'olive, l'huile de coco pour les cuissons. Le beurre est aussi un très bon aliment pour cuisiner. Le beurre clarifié, les épices. Et notamment les épices entières, hein, qu'on pile un peu avant de les cuisiner. Mais ça peut être aussi des épices en poudre, mais ça se dégrade beaucoup plus facilement. Les légumes secs, les céréales, hein, comme les lentilles et le riz, et bien évidemment, après, on va ajouter les légumes frais au quotidien. Mais les choses qu'il faut avoir dans son tiroir, hein, sont vraiment ces petites choses qui sont pour moi, les plus gros facteurs santé et anti-inflammatoires parce qu'ils sont bourrés de nutriments. Vous connaissez tous l'histoire du curcuma qu'on nous rabâche pour nous dire mais c'est anti-inflammatoire. En fait, toutes les épices, sans aucune exception, sont anti-inflammatoires. Et au niveau des douleurs, et au niveau du squelette, au niveau du système digestif par-dessus tout, et au niveau du système nerveux. Marianne, on a parlé un petit peu des bonnes habitudes anti-inflammatoires quand on mange. Est-ce qu'on peut
redonner encore quelques principes pour que ce soit bien ancré dans nos têtes sur les repas. Comment est-ce qu'on doit manger, encore une fois? Le bon sens, pas chez vous. La règle de l'entrée plat, dessert, si on le souhaite, l'entrée est importante. L'entrée à base de fibres, pas forcément de protéines parce que souvent il y en a dans le plat et donc il n'y a pas besoin d'en avoir à deux moments du repas. Mais l'entrée à base de fibres, c'est donc un légume, n'importe quelle, une salade verte, je dirais des haricots verts en salade aussi, ou des carottes, vraiment des trucs tout simples qu'on peut faire aussi un peu en avance pour 2-3 jours. C'est très important. Bon, d'abord parce que souvent on réchigne un peu je pense aussi aux enfants à en manger. Et or là, c'est là qu'on a la primeur de notre appétit, donc on va les trouver bons. Voilà, on sera content parce que c'est voilà, on a faim, on se met à table, on a des légumes, on est content, et on va comme ça, on va tapisser notre estomac de fibres, et ça va freiner le passage du sucre dans le sang. Donc c'est une première étape intéressante d'abord parce que les fibres, notre microbiote en a absolument besoin, ça va le nourrir, ça va le faciliter. Enfin, le microbiote est tout content d'avoir toutes ces fibres pour se développer. Il freine, donc comme je dis, il fait cette barrière qui freine le passage du sucre dans le sang, donc on aura beaucoup moins de pics glycémiques après le repas. Il y a des vitamines, voilà. Donc je conseille de commencer par les légumes. Et ben ensuite le plat et de terminer par essayer de voilà quand on va au restaurant et qu'on nous amène tout de suite une corbeille de pain, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir la volonté, c'est très dur parce que là on a faim et on a envie de se jeter dessus, mais vraiment non, le pain voilà, ça va se transformer en sucre et on essaie de garder le pain pour au moins le plat ou même la fin du plat. Il faut qu'on aborde le jeûne. On en a un petit peu parlé quand on ne prend pas le petit déjeuner, mais Oui. Mila, qu'est-ce que vous préconisez par rapport au jeûne? Il y a beaucoup de... Alors déjà, le jeûne, ça existe dans toutes les cultures du monde. Donc en fait, tout le monde savait autrefois que c'était bon pour la santé de temps en temps de faire le vide à l'intérieur pour que le corps puisse se régénérer et tout simplement être en pause de temps à autre. Aujourd'hui, il y a une grande mode du jeûne intermittent qu'on peut faire soit le matin, soit le soir. Du point de vue de la médecine chinoise, c'est beaucoup mieux de le faire le soir et de se coucher le ventre vide pour que pendant vos 12 heures de nuit, en fait, entre le repas et le repas du matin, votre corps n'a juste rien à faire et que les boyaux ils ne sont jamais vides, en fait, vos intestins, mais ne soient pas en pleine activité digestive, notamment au niveau de l'estomac. Et du coup, on se lève le matin et on a faim. Et moi, j'en ai, dans mon univers, même vraiment fait un outil parce qu'on a tellement perdu l'habitude du jeûne. Et on a tellement nos intestins tout le temps pleins parce qu'on a en fait des habitudes de manger trop de produits sucrés ou du pain, qui est le pain blanc, la baguette du boulanger, est digéré dans votre corps comme le sucre a un impact glycémique plus haut que du sucre blanc. Donc en fait, on est tout le temps en train de manger, de grignoter, d'avoir envie de rajouter. Donc finalement, notre système digestif est tout le temps occupé et ne peut jamais se régénérer et part beaucoup plus facilement dans des états inflammatoires. Donc, le but, c'est de mettre ça en pause de temps à autre, soit une fois par jour, et on peut faire ça 1, 2, 3 fois par semaine. On peut faire ça sur une fenêtre de 16 heures, c'est bien, et jeûner, et ça, c'est, je pense, hyper important, ça ne veut pas dire supprimer un repas. Jeûner, ça veut dire regrouper la prise de repas sur une plage d'horaire plus restreinte dans laquelle nous devons prendre tout ce dont notre corps a besoin au niveau des nutriments, les protéines, le gras, les fibres, pour qu'après, ils puissent se régénérer. Et moi, dans mon univers, on en a même fait en fait, on en fait des stages et des séminaires où on va aider le corps à se nettoyer. Pas uniquement, en fait, le jeûne, on fait partie parce que c'est quand même bien de vider le corps pour qu'il puisse se régénérer, mais on a créé tout un univers autour pour que notre peau, nos boyaux qui sont souvent très inflammés à travers notre alimentation puissent tout simplement se régénérer parce qu'il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que notre épithélium, c'est ce qui recouvre nos intestins de l'intérieur, ça se renouvelle, les cellules se renouvellent en 2 jours. Donc finalement, on peut avoir beaucoup d'impact avec très très peu d'efforts et même juste en faisant une demi-journée ou une soirée, matinée, on permet vraiment au corps de souffler, quoi. Et c'est très net. Dieu sait que je ne suis pas adepte du jeûne, mais quand je le fais, il va y avoir plein de questions, donc je vais garder du temps. Mais avant de terminer notre échange,
certes, on parle de cuisine anti-inflammatoire, mais elle reste gourmande. Oui, non, mais c'est quand même. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez imaginé dans vos livres, Marianne, pour donner vraiment l'envie de manger et de se faire bien à la santé? On a toujours trop tendance à dire il y a le plaisir d'un côté et la santé de l'autre. Mais que nenni! Absolument, vraiment. À la base, je suis cuisinière. Il y a 20 ans, j'ai passé mon CAP cuisine à l'école Ferrandi. J'ai travaillé dans des restaurants à Paris et à New York. Et effectivement, enfin, c'est mon obsession, c'est le goût. Enfin, vraiment, c'est mon obsession, quoi. Je fais des bouquins de pâtisserie. Non, voilà. Je teste mes recettes des dizaines de fois jusqu'à ce que je vois dans les yeux de ceux qui les mangent que ça, ils sont contents. C'est vraiment bon. Et donc là, effectivement, quand j'ai compris que moi, mes enfants, enfin, qu'on avait tous cette sensibilité au gluten et au laitage, je me suis mise à développer ces recettes et il fallait qu'ils les mangent. Et mes enfants, ils sont durs. Et donc, voilà, ces 50 recettes sont le fruit de 15 ans c'est mon best-of, quoi, de 15 ans de tests pour que ça soit bonne. Il y en a une particulièrement là que vous pourriez nous livrer pour que les gens aient envie de venir en plus acheter des. La recette, vraiment, celle-ci. C'est mon Nutella. Qui est... Ma pâte à tartiner, pardon. On est tous de la même génération, on a été habitués de publicité, donc on est son peu. Donc pâte à tartiner, qui est faite en 5 minutes et qui plaît même aux accros au Nutella, qui plaît vraiment. Ah oui, sans huile de palme, avec de l'huile de noisette. On a une recette comme ça qui vous vient, vous me dites. Moi, je vais rester aussi dans le sucré. Et en fait, moi, je pense que c'est ma crème de potiron patate douce chocolat en dessert, avec des épices et à la vanille qui est juste par terre. Parce qu'en fait, c'est vrai, la cuisine, en fait, c'est du goût, c'est du plaisir. Et à partir du moment où on rentre dans des privations, dans des suppressions, on a l'impression qu'on perd tout notre plaisir. Alors que c'est en fait parce qu'il y a du goût que nous nous sentons bien. Et qu'on est gai et que ça nourrit le cœur et ça nourrit tout en fait à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est une de nos choses les plus importantes, que ce soit bon, quoi. Parce que supprimer, on ne mange pas. Oui, sinon on n'en mange pas, on n'a pas envie et on abandonne tout. Alors que quand on découvre une autre manière de faire, qui nous ouvre d'autres portes au lieu de fermer ceux qu'on connaisse, en fait, on découvre tout un monde insoupçonné. On se dit, oh la vache, qu'est-ce que c'est bon, je mange plus que ça en fait. Alors moi, j'ai trouvé une des recettes de Nina, ça fait 3 fois de suite que je la fais en une semaine. Parce que je ne mange pas de gluten, ni de lactose, ni de sucre. On peut dire que ça reste un. Mais j'ai mangé ces super pancakes bananes écrasées, farine de sarrasin, cannelle, bon, pas de sucre, hein. Sarrasin, c'est la céréale quand on ne mange pas de gluten, qui est une merveille. Moi, c'est mon meilleur ami. Et merci. Mes pancakes du matin. Voilà, je me suis réconciliée. Avec la pâte à tartiner. Ouais. Bon, après un autre. Ouais, avez-vous des questions, messieurs, dames? Peut-être des centaines. Déjà, ces dames nous ont éclairé, madame, là-bas. Donc, en fait, moi, c'est une fois par semaine, je fais mon bouillon pour l'en avoir pour la semaine. Et quand j'en ai pas, je suis malheureuse. Ça se garde très, très bien. En fait, moi, je le fais bouillir. J'enlève, en fait, j'utilise une casserole dans laquelle j'ai la passoire Ikea, enfin, je fais de la pub là, pour les pâtes. Et du coup, hop, je retire juste tous les légumes. Je mets ça à côté, parce que si les légumes restent dedans, ça ne se garde pas. Et puis après, je le mets chaud en bouteille en verre, je ferme, ça fait le vide. Et normalement, une semaine sans le moindre souci en frigo quand la bouteille est bien fermée. Une fois que ça se dégrade, on sent très vite. Mais normalement, ouais. Une dame là-bas qui lève la main. Vous parlez beaucoup des vertus du sel de Guérande. Savez-vous s'il en contient? Est-ce qu'il a de l'iode? Ah, le sel de Guérande, oui. Il y en a moins dans le sel d'Himalaya, tout simplement parce qu'il est assez volatile. Donc, en fait, comme ça fait des années qu'il est dans la roche, ça disparaît aussi un petit peu. Donc, oui, dans le sel de Guérande, il y en a. Vous pouvez aussi ajouter à votre cuisine quotidienne un peu d'algues. Ça s'achète très facilement en paillettes. Donc, en fait, ça se saupoudre. Donc, on n'a pas besoin d'aimer beaucoup les algues ou de connaître la cuisine des algues.
pour en rajouter de temps à autre et profiter de ça. Et surtout, utiliser ça dans tous vos plats parce que vous pouvez être sûr que tous les plats que vous achetez, tant que ce n'est pas spécifié dessus sel de mer, c'est le sel raffiné, dépourvu de la plupart de ces micronutriments, donc 86 minéraux et oligo-éléments et traces pour un sel naturel, et à peu près 20-24 pour un sel raffiné, plus les additifs anti-agglomérants et tout ça. Donc, intolérance, on va utiliser ce mot-là. Marianne, on peut peut-être répondre. Oui, non, ça va pas. Il n'y a pas de raison physiologique que l'un aille avec l'autre. Enfin, je sais pas, ils sont pas connectés, quoi, mais c'est pour ça que c'est intéressant de les tester séparément. Et dans les laitages aussi, on est souvent sensible aux deux, mais ou au lactose ou à la caséine, qui est la protéine. Enfin, c'est pas le. Si on est intolérant au lactose, si on remarque qu'on se sent pas bien après avoir mangé yaourt, crème fraîche, lait, ça c'est le lactose. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement se rabattre sur les fromages à pâte dure et le beurre, qui n'ont plus de lactose. Parfois, on se rend compte que c'est le fromage à pâte dure, par exemple le parmesan, il y a énormément de cette caséine de lait de vache que peu de gens supportent. Et dans ce cas-là, on peut aller plutôt vers la chèvre et la brebis, qui ont une protéine qui est souvent mieux tolérée, si on veut réintégrer les laitages dans un second temps. Alors, la question du prouver, j'aimerais que vous veniez dans mes cours de cuisine et que vous écoutiez le tour de table que je fais toujours au début des cours. Là, les 12 élèves, ils ont tous une histoire vraiment incroyable de guérison après le retrait, soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux. C'est empirique. Et malheureusement, on n'a pas vraiment d'études. La science ne nous soutient pas beaucoup sur cette histoire. C'est vraiment de l'empirisme et c'est très individuel. Certains, ça va être plus l'un, plus l'autre, telle quantité. C'est totalement à nous de faire l'enquête. Nous, on est là juste pour vous dire, attention, il y a 2 ennemis là. Et ça peut être intéressant de les contrôler. En fait, votre corps, il va vous le dire. Ça ne sert à rien de croire une étude que quelqu'un a fait avec un but bien précis pour prouver un truc bien spécifique, parce qu'une étude est toujours conduite dans un seul but. Ça peut donner d'autres résultats qui peuvent être parfois intéressants, mais aujourd'hui, quand on regarde l'enjeu de l'industrie laitière, il n'y a aucun intérêt de prouver que le lait de vache n'est pas adapté au corps humain. Je vais juste raconter une petite anecdote que j'adore. Il fut un temps, devant un supermarché américain, on a fait une action promo de sensibilisation. Et du coup, on avait des super hôtesses avec un stand où ils ont fait goûter un nouveau lait. Et le lait était très beau, on a fait des petits gobelets, on a fait ça goûter aux gens qui disent « Ah ouais, c'est trop bon !» En plus, il avait l'air même quasiment un peu bleuté. « Ah, c'est beau, il est bon, il est un peu sucré. Mais qu'est-ce que c'est comme lait ?» La réponse, c'était « Madame, c'est de lait de chienne. » Donc, nous, on est tous là, on se dit « Mais en quoi est-ce que le lait de vache serait différent ? Ce n'est un lait qui n'est pas adapté à l'espèce humaine, même si on peut le faire et ça fait survivre les gamins qui ne peuvent pas être allaités et tout ça. Mais le lait de chèvre le fait aussi, le lait de brebis qui sont plus digestes pour le corps que le lait de vache. Un veau, ça prend 600 kilos dans sa première année de vie. Il y a beaucoup de facteurs de croissance dont nous n'avons pas besoin, notamment pas à l'âge adulte. Donc le but, c'est pas de se poser la question, mais qu'est-ce que je m'interdis ? Mais de quoi est-ce que je n'ai pas besoin ? Toutes ces alternatives aux produits laitiers, est-ce qu'elles sont vraiment aussi intéressantes ? Et je pense que vous pensez à tout ce qui est produits, les laits végétaux, il y a des végétaux. Marianne ? Moi, je suis fan du lait de coco. Pas celui en grande bouteille qui est très dilué. En fait, je ne suis pas fan des laits, sauf quand on est enfant et qu'on veut mettre du lait dans ses céréales. Mais dans les grandes bouteilles, comme des bouteilles de lait classiques, pour moi, c'est de l'eau avec un goût. Et ce goût est souvent gênant. En cuisine, on n'a pas envie d'ajouter un goût d'amande ou un goût de soja à sa préparation. Je préfère les briquettes, en fait, qui, pour l'instant, elles ne viennent malheureusement qu'en briquettes. En cuisine asiatique, on peut trouver des grosses bouteilles de lait de coco, mais gras. Le gras est important parce que sinon, c'est une texture d'eau. Je préfère, si on veut éviter les laitages et qu'on veut ajouter quelque chose qui a une texture très liquide, prenez de l'eau, c'est neutre.
Prenez pas des laits d'amande, etc., qui ont trop de goût et qui vont déformer la recette. Par contre, quand on veut quelque chose de gourmand, moi j'utilise donc le lait de coco qui a 17% de matière grasse. On peut, si c'est trop gras pour une recette, de le diluer avec un petit peu d'eau, mais il a une super texture, il a un goût hyper léger, vraiment peu de gens l'identifient dans la recette. Voilà, moi je dis dans ma préface que si vous venez dans un rayon et qu'il n'y a plus de lait de coco, c'est que je suis passée avant. Les laits de coco en briquette, pour moi, c'est ma baguette magique pour me passer les laitages. Je suis désolée, le temps est passé. Vous pouvez les applaudir avant que vous partiez comme ça. Merci. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.